Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec, mine de rien, une belle séance, hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est le hiatus, le gap, l'écart qu'il y a entre ce qu'on craint et ce qui se passe. On craint plein de choses, les unes plus terrifiantes que les autres, que ce soit une crise majeure au Moyen-Orient avec des incidences sur le pétrole absolument apocalyptiques, que ce soit une guerre nucléaire avec la Russie, que ce soit une guerre commerciale totale avec la Chine. Bref, il y a un sentiment de pesanteur qui est complètement en décalage avec ce qui se passe au niveau des marchés. Regardez le SP500. On m'a fait des commentaires fort à propos, hein, pas simplement hier, hein, mais ça fait depuis le 7 avril, hein, depuis ce niveau, regardez, hein, on a pris depuis les plus bas du 7 avril, on en est à plus 23%. Je ne sais pas si vous imaginez bien, hein, mais le 23 avril, c'était hier. On est le 4 juin et en l'espace de même pas 7-8 semaines, on a pris un quart de la valeur du SP500. C'est quelque chose qui est lunaire. Et on me dit, attends Trado, mais c'est pas possible, ça va descendre, ça monte trop vite, etc. Parce que ce à quoi vous assistez là, dans le langage des analyses techniques, ça s'appelle un V-corner, un coin en V, quoi, un creux en V. Et généralement, dans l'imaginaire collectif, et à juste titre, hein, quand on a une baisse, après, généralement, on tergiverse un petit peu, et puis on fait ensuite des plus hauts. Okay, et puis parfois, on a ça. Et puis un V-corner. Et on me dit, à juste titre, mais c'est pas possible, et la situation ne justifie pas un V-corner. Alors je suis descendu voir ce qui se passait, les dernières consolidations majeures sur le SP500 pour voir si les V-corners étaient si exceptionnels que ça. Et si on remonte, alors voilà, là vous en avez un premier. C'est-à-dire, on a perdu sur une phase lente comme ça d'agonie 10%, 11%, et puis derrière, boum. Et puis je vous dis même pas combien on a fait après, hein, mais simplement, vous voyez, on a rebondi comme une balle sans véritablement consolider de manière légitime, visible. Là, par exemple, c'est pas le cas. Là, vous n'avez pas un V-corner, ça a baissé. Et puis derrière, vous avez effectivement ces baisses, ces tergiversations avant de repartir. Donc là, c'est vrai que ça, c'est ce à quoi on s'attend généralement. Si je regarde là, boum, re-V-corner. C'est-à-dire, on a une baisse très importante, c'est Covid, ça. Hein. Et derrière, on est remonté comme ça avec cette allure de V. C'est vraiment visuellement qu'il faut voir ça. Là, pareil. On est descendu, notamment après les tarifs. Et on a rebondi de manière très, très violente sans véritablement consolider. Là aussi, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que on est très souvent dans des configurations finalement où on s'attend à ce que ça ne rebondisse pas ou que l'on tergiverse alors qu'on a une hausse comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais ça veut dire que le fait qu'on a un V-corner ne doit pas en tant que tel en lui seul vous sembler incroyable ni insoutenable à terme. On peut très bien avoir des V-corners. On m'a fait également la remarque plusieurs reprises, et j'apprécie ce genre de remarque parce que ça montre que vous, entre guillemets, vous suivez. Hein. On m'a dit, Trado, mais comment tu peux acheter alors que... oui, parce que j'ai acheté, je déflore le suspense. Hein, ce que j'avais dit se produirait pour que j'achète ces produits, donc j'ai acheté. On m'a dit, mais Trado, comment tu peux acheter alors qu'on est au contact d'une résistance majeure? Vous savez, vous avez deux façons de faire. Il n'y a pas un trader et vous êtes la somme de votre trading. C'est vrai que normalement, on n'achète pas et c'est ce qu'on veut généralement éviter d'acheter alors qu'on est au contact d'une résistance sur une unité de temps supérieure. Je vous dis toujours que les résistances et les supports ont tendance à fonctionner plus souvent qu'ils ne fonctionnent pas. Et c'est vrai. Maintenant, il faut savoir qu'il faut contextualiser aussi. Lorsque vous avez des baisses importantes, comme on a eu, parce qu'on parle quand même d'une baisse de 20% qu'on a prise sur le SP500, il est clair que si vous décidez d'acheter, eh bien forcément, vous allez être à un moment confronté à des résistances, ici, ici, ici. Et donc, dans un contexte où on vient de perdre 15-20%, voire plus, eh bien, il est normal que si vous pariez
sur un retour sur les plus hauts, vous soyez sous des résistances. Après, vous avez la possibilité d'attendre que l'on revienne sur les plus hauts. Mais là, certains diront, mais attends, tu peux pas acheter maintenant alors qu'on vient juste d'inscrire un nouveau plus haut. Vous voyez, c'est également compliqué aussi. Donc le tout, j'ai envie de dire, c'est d'avoir un trade qui est compatible avec ce que vous faites et d'avoir des stops qui sont compatibles avec votre stratégie. Donc moi, le fait d'acheter maintenant alors qu'on est au contact d'une résistance, forcément, ça m'inquiète un petit peu. Mais on est dans une situation où on revient d'une baisse de 20%. Il est normal qu'on ait des supports importants au-dessus de notre tête par construction. Et ce qui m'amène au backtest du jour, parce que au niveau de la structure, vous avez compris, j'en parlerai plus tard. Regardez ce qui se passe au niveau de la structure, ça se passe au niveau du thrill and break. Vous savez que le thrill and break, c'est un de mes outils fétiches. J'ai tradé avec ça comme filtre pendant des années et des années à mes débuts. Et regardez, vous avez un premier bloc vert. Alors attention, si vous voulez le thrill and break, vous ne l'avez pas sur la plupart des plateformes basiques. Vous l'avez sur ProRealTime, mais vous l'avez pas sur la version web de ProRealTime, c'est-à-dire la version simplifiée. Vous pouvez avoir le thrill and break dont je vous parle maintenant, mais c'est sur la version complète. C'est gratuit aussi, mais va falloir que vous montiez en régime, ce qui est quand même un peu normal à partir d'un moment d'être avec la version complète. Mais bon, sachez que vous l'avez pas sur la version web gratuite, vous l'avez sur la version complète gratuite. Ok ? Bon, je reviens à ça. Je dis ça parce que ça va vous bluffer si vous connaissez pas, si vous êtes nouveau. L'idée, c'est que lorsque vous avez inscrit un plus haut de 3 blocs, eh bien, vous avez un bloc supplémentaire. Bon, clairement, regardez, vous aviez 3 blocs, 1, 2, 3. Le plus haut, il était ici. On a clôturé au-dessus. Donc, vous avez un nouveau bloc. C'est toujours comme ça. Là, par exemple, pourquoi vous avez ce bloc-là? Parce que si vous comptez 3 blocs en arrière, 1, 2, 3, le plus haut, c'était ici. Et là, on a clôturé au-dessus. Donc, vous avez un nouveau bloc. Ce que ça veut dire simplement, c'est que pour dessiner un bloc, il faut qu'il soit, qui corresponde à un plus haut c'est un effet il y a des paliers et des cliquets. Si on n'est pas au-dessus du plus haut des 3 derniers blocs ou en dessous des plus bas des 3 derniers blocs, vous faites pas apparaître le truc, ok? Bref, je vais mettre un tutoriel, mais vous connaissez par cœur. Je mets un tutoriel quand même en dessous de la vidéo pour si vous voulez en savoir davantage. Mais l'idée, c'est que là, on vient de faire un thrill and break. Le précédent bloc, c'était le 23 mai et là, on est le 4 juin. Donc, si vous voulez, entre le 23 mai et aujourd'hui, toutes les variations qu'il y a eu étaient comprises entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas fait apparaître. Celui-là, il apparaît parce que justement, on est sorti de la marge de variation des plus hauts des 3 derniers blocs et des plus bas des 3 derniers blocs. Bref, que se passe-t-il lorsqu'on a un premier bloc vert ? Eh bien, comme vous en doutez, parce qu'on a testé ça beaucoup sur le CAC 40, mais là je recommence tout puisque je travaille sur d'autres indices pour vous. J'ai regardé si la couleur du deuxième bloc, une fois qu'on a eu un premier bloc, était vert ou rouge. Et là, vous voyez, j'ai mis une flèche verte vers le haut, puis une deuxième flèche verte, parce qu'une fois que j'ai mon premier bloc vert, eh bien, le bloc suivant était vert, c'est le sens de la première flèche, mais également celui d'après. C'est-à-dire, on a sur un ensemble de 3 blocs, on a eu 2 bougies vertes. Première bougie verte, deuxième bougie verte ici, confirmation, et troisième derrière. Là, vous avez un vert et un rouge. Pourquoi? Parce qu'on a une première bougie verte, un premier bloc vert. Derrière, celle suivante était verte aussi, mais celle d'après était rouge. Ok, et là, pareil, 2 verts. Pourquoi? Parce que premier bloc vert, la bougie d'après verte, la bougie d'après verte, donc 1, 2, etc. Et regardez cette gabegie, ce buffet de bougies vertes, enfin de flèches vertes. Regardez comme ça fonctionne bien. Je suis remonté jusqu'en 2019 et cette débauche de flèches vertes arrive à la conclusion suivante. Quelles sont les chances pour que le prochain bloc soit vert? Alors, les probabilités pour que le prochain bloc soit vert sont de 93%. Autrement dit, sur 57 occurrences, 53 fois après un premier bloc vert, vous aviez un deuxième bloc vert. 93%. On est vraiment sur du caractère prédictif très important. Et uniquement 4 fois, c'est-à-dire 7%, le premier bloc il était vert et le deuxième il était rouge. Regardez ici par exemple. Là, vous avez un premier bloc vert et vous n'avez pas eu un bloc vert après, vous avez tout de suite un bloc rouge. Okay, c'est très rare, 7%. Et quelles sont les probabilités pour qu'après un premier bloc rouge, vous ayez 2 blocs verts d'affilée, donc comme ici,
comme ici, eh bien 82%. Et 18% de cas où après un premier bloc vert, vous n'avez pas eu un deuxième bloc vert. Clairement, là, vous voyez, vous avez eu un premier bloc vert, vous avez eu effectivement le bloc vert suivant vert, mais après derrière c'était rouge. Et ça correspond donc à ces cas-là et également les cas où on a eu du rouge tout de suite après le bloc vert. Bref, vous l'aurez compris, il est plausible que demain, il est plausible que le prochain bloc soit vert, il est plausible encore que le prochain bloc vert soit vert. Et vous avez vu, j'aurais pu continuer plus loin avec 3, 4, 5. Vous l'avez sur, je répète, pour Real Time, version complète. Ok. Ce qui m'amène donc au trade, et ça qui m'amène également à la raison pour laquelle j'ai acheté. J'avais expliqué que si on inscrivait un plus haut par rapport au plus haut de cette bougie-là, j'achèterais. Et là, ça s'est joué sur l'épaisseur du fil. Croyez-moi, on a bien clôturé au-dessus. Donc, je suis à l'achat. Et puis surtout, maintenant, la structure devient... Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, mais elle devient haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants aussi. Alors, on me demande souvent, Trado, mais comment ça se fait que tu ne prends pas compte de ces creux-là? Comment tu sais que c'est maintenant et pas avant? C'est trop compliqué. Moi, c'est pour ça que je vous le donne. C'est parce que c'est hyper compliqué. Vous savez, dans le Club des Tradosauriens, ça correspond à des heures et des heures de travail. Ça correspond à plusieurs webinaires. C'est compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça a l'air facile comme ça sur le principe, mais c'est compliqué dans la construction. C'est pour ça que je vous le donne, pour vous éviter d'avoir à le chercher. Okay, il y a des éléments qui sont personnels là-dedans, donc c'est un petit peu subjectif aussi. Mais bon, pour ceux qui voudraient se ruer sur le Club des Tradosauriens, ne le faites pas parce que 1er juillet, ça va être l'offre de milieu d'année et vous aurez une grosse promo. Donc prenez votre mal en patience, même si vous avez envie de savoir davantage. Mais encore une fois, je vous les donne les niveaux. Ce qui nous amène donc à... Si vous avez un biais baissier, par contre, vous êtes sur des niveaux intéressants là. Vous êtes sur un niveau de support. Ah oui, le stop de protection, je le mets là. Dans l'état actuel des choses, en cas de clôture sous les 57,67, c'est mon stop de protection. J'y reviendrai plus tard, mais sachez déjà que si on clôture en dessous de ça, je sors. Okay. Ce qui m'amène donc au trade baissier. Si vous êtes baissier, vous pouvez vous asseoir vous reposer sur l'idée qu'il a une résistance importante. Spéculer à la baisse. Dès qu'on rentre là, stop de protection au-dessus. C'est absolument loin d'être illogique. Pour le SP500, c'est la même chose, à une différence près. Pour le Nasdaq, c'est qu'on est déjà en contact de la résistance, mais on a bien effectivement des pics ascendants et des creux ascendants maintenant. Et la tendance est déjà haussière. Et si vous voulez acheter, vous pouvez le faire. Stop de protection, vous pouvez mettre un stop de protection serré sous les précédents plus bas, ici ou là, un peu plus large, pour être protégé par des gaps, plein de gaps et également des supports. Stop de protection super large pour le long terme. En vous disant qu'on a fait les plus bas, maintenant ça ne pourra jamais être aussi grave que le 7 avril. Et pour le CAC 40, c'est la même chose, si ce n'est qu'on a encore de la marge de manœuvre. Le rebond sur la zone des 76, 78, 76, 0,5 tient pour l'instant. On a toujours une certaine distance à parcourir avant de revenir sur la même résistance horizontale qui correspond à celle des indices américains. On pourrait même envisager de prendre encore 6% avant d'arriver tout en haut. Je vous rappelle que si on utilise le twist du nuage, on est dans une situation où si on utilise la règle du twist ici, 50% au milieu, voilà, ça vous amène à 8264, il y a vraiment de la marge de manœuvre. Vous pouvez acheter en visant ça. La question c'est, vous pouvez mettre le stop en dessous du support, en dessous du support et de 1, 2, 3 gaps. Ok, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de règle. Ou alors bien sûr vous pouvez backtester quelque chose et mettre le stop sous ce que vous dit le backtest, ou encore utiliser la méthode des ATR. Vous pouvez découvrir la méthode des ATR dans le format préparation de la semaine de trading du week-end. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire. Stop de protection, je dirais tout naturellement au-dessus de cette zone. Mais j'attendrai un petit peu pour spéculer à la baisse que l'on monte. Voilà, on a fait le tour.
Vous avez la vidéo sur l'or. Vous savez, l'or, je vous le montre, c'est vraiment quelque chose qui mérite votre attention. L'or, c'est pas simplement de la performance. L'or, c'est pas simplement un actif qui bat le SP500 dividende réinvesti. Ok, depuis les années 2000, hein. C'est aussi quelque chose qui vous permet de réduire la volatilité de votre portefeuille. Donc ça, non seulement ça améliore la performance par rapport à une situation où vous n'avez pas d'or, mais en plus ça réduit la volatilité. C'est-à-dire que quand ça baisse, votre portefeuille baisse moins parce que l'or monte généralement quand les marchés s'effondrent, hein. Bref, regardez la vidéo sur l'or si ça vous intéresse. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.